15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Il était venu nous voir pour son dernier album instrumental Anouche, un vibrant hommage à sa grand-mère et à ses racines arméniennes, sorti chez Pias, auteur, compositeur, arrangeur, pianiste et chroniqueur radio et télé. André Manoukian, vous l'avez compris, nourrit depuis toujours une passion communicative pour la musique. Il a composé divers albums en solo mais également pour des artistes tels que Malia ou Liane Folly et des albums hommages comme les pianos de Gainsbourg. Et après le succès des livres sur les routes de la musique, sur les routes du jazz, adapté en chronique sur France Inter, André Manoukian vient nous voir également pour son nouvel ouvrage intitulé Les pouvoirs extraordinaires de la musique, sorti aux éditions HarperCollins. L'occasion d'en parler aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour André Manoukian. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être à nouveau mon invité. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre et je vous disais en off que je sais que vous venez de revenir de Gaillard. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que quelques jours auparavant, un coup de cœur que nous recevions ici, Tony Costa, pianiste, jouait au même endroit que vous quelques jours auparavant. Et je sais que c'est un petit périple que vous vivez en ce moment. Bah oui, c'est le quotidien du musicien, je dirais. C'est les concerts, c'est formidable, mais c'est les voyages. On me dit, tu habites où en ce moment? Je dis, en ce moment, j'habite dans le train. Voilà, ça fait partie de la vie de nomade, mais en même temps, il y a des vrais... j'allais dire, la musique, elle vit quand on la joue devant les gens. Donc, c'est mon métier et j'y vais. Merci d'être alors notre invité aujourd'hui, André Manoukian, pour découvrir votre actualité, mais aussi parce que vous connaissez un peu l'ADN de l'émission, qui est tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. La règle aujourd'hui, c'est 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? 3 mots pour me décrire moi? Alors déjà, je dirais 1, enthousiaste, 2, enthousiaste, 3, amoureux de la vie. Voilà. Ah, 2 fois enthousiaste. Oui, parce que je trouve que la capacité de s'émerveiller, elle fait c'est ça qui vous fait rencontrer l'autre, d'être à la fois à l'écoute et en même temps d'avoir les oreilles ouvertes au bruit du monde. Et après, nous, on a de la chance, les musiciens, parce que notre rôle, c'est de transformer le chaos, désordre en grec, en cosmos, ordre en grec. Vous voyez, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble et déjà je vous parle de grec ancien, d'Orphée, de Platon, tout ça, et après des pyramides, et puis après... On va y revenir dans cette émission, parce que le cosmos, vous en parlez notamment, et le grec aussi dans votre ouvrage, évidemment, André Manoukian, et on va voir alors si ces 3 mots collent avec votre personnalité tout au long de cette émission. On démarre par le début, toujours le début. André Manoukian, vous êtes né un 9 avril à Lyon, nous en avions parlé la dernière fois. Vos parents Arthur et Élie sont arméniens, votre père tailleur pour dames, dans le quartier, dans le 7e arrondissement de Lyon. Aujourd'hui, vous direz que vous avez quel genre d'enfance et dans quel cadre vous avez grandi, puisqu'on va transitionner sans refaire la même émission, mais pour comprendre comment on en est arrivé là. J'ai une enfance super heureuse, on va dire, avec un père érudit, un père frustré de ne pas avoir fait d'études. Il était brillant à l'école, mais il fallait qu'il tire l'aiguille pour faire vivre sa famille à l'âge de 12 ans. En plus de ça, mon grand-père avait eu la mauvaise idée de le mettre dans une école arménienne qui commençait, donc c'était un peu n'importe quoi, je dois vous dire. Et lui, il avait qu'une envie, c'était de... Mon père s'est construit lui-même, c'est-à-dire avec j'allais dire tout l'humanisme de ce qu'on enseignait à l'école française à l'époque. Il est né en 1920, il est arrivé en France, il avait 2 ans, et pour lui, la littérature, il me disait souvent, quand on lui donnait les bouquins le premier jour de l'année, qu'il devait faire toute l'année, et il les apprenait en 15 jours, quoi. Je pense qu'il avait soif de se laver la tête de tous les récits d'horreur qu'il avait entendus. Bref, donc, récits d'horreur qui nous a épargnés aussi, ce qui fait que j'ai été élevé sans
sans avoir aucune haine contre les Turcs, il ne nous a pas transmis ça. Mais il m'a transmis d'autres valeurs qui étaient géniales. Voilà, la philosophie, c'était un conteur. Quand il commençait une phrase, c'était comme moi, il a terminé le lendemain. Vous êtes mal barré, ma chère Cyrielle. Et du côté de ma mère, c'était que de l'amour. C'était une maman câline, elle nous embrassait, elle était belle, elle ressemblait à Elizabeth Taylor. Lui, il était très timide. C'est elle qui le chopait pour lui faire des gros smacks sur la bouche. Et j'ai l'image d'une mère joyeuse et qui résistait, un peu à toutes les tristesses du monde. Et c'était formidable. Un père érudit, une mère aimante et rigolote. Voilà, c'est pas mal. Ça fait de vous quel genre de petit garçon alors, André Manoukian? Ça fait de moi un petit garçon qui écoute beaucoup, qui joue du piano. Il a de la chance parce qu'il fait du piano dès l'âge de 6 ans, mais avec son papa qui jouait les inventions de Bach, et j'essayais de le choper. Alors c'est important, mon père jouait mal. Du coup, c'est pour ça que je m'y suis mis, parce que je me suis dit, c'est prenable. Moi, j'ai dégoûté mes 3 gosses de la musique parce que c'était une espèce de suite de notes complètement absurde pour eux. Et souvent, je conseille à des gens, si vous voulez que votre enfant fasse de la musique, apprenez avec lui. Si vous n'êtes pas musicien, au contraire, c'est bien parce que vous serez sur un pied d'égalité. Donc, quel genre de garçon? J'écoutais ce qui se passait. J'étais pas trop mal. Bon, après, j'étais un peu le premier de la classe aussi, donc j'étais le chouchou de la maîtresse. Donc, la maîtresse, elle était très belle. Elle me prenait sur ses genoux. Aujourd'hui, vous faites ça, vous allez en tôle. Ah oui, ce serait compliqué aujourd'hui. Avant, c'était plus sympa. Ouais, c'était plus sympa. Après, on avait des baffes aussi, des maîtres et tout ça. Et puis la règle en tapant sur les doigts. La règle en tapant sur les doigts, ouais, non, pas trop. Les baffes, moi, plus, mais voilà, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et puis voilà, c'était bien, c'était insouciant. Et puis après, l'adolescence, c'était encore mieux. Oui, j'imagine bien. Vous y êtes pas encore. André Manoukian, je vais y arriver, vous inquiétez pas, mais j'ai la sensation que la musique, c'était une tradition et une forme de religion dans votre famille. Est-ce qu'on peut dire cela, André Manoukian? On a cette sensation comme ça. C'était peut-être pas une religion, mais en tout cas, c'était l'exercice quotidien auquel se livrait mon père quand il rentrait du magasin. C'était aussi quelque chose qui réunissait toutes les familles arméniennes autour de danse, autour de joie. Tous ces gens qui étaient des rescapés du génocide, en réalité, étaient très gais. C'est ce que me disait mon père. Ma grand-mère, qui a connu la totale, c'était elle qui faisait la maîtresse de cérémonie. Ils vivaient dans des appartes qui étaient minuscules. C'était parfois une seule pièce, mais on poussait tous les meubles. Et là, on chantait et on dansait. Vous parlez justement de chant, de musique. Votre papa faisait partie de la diaspora arménienne. Il vous a quitté à 95 ans et 2 mois avant de partir, il vous a dit une phrase. Vous l'avez entendu chanter en turc. Et il vous a dit « ça me remonte ». Ouais. Qu'est-ce que vous avez compris de ça? J'ai compris que c'était quelque chose d'enfoui. J'ai compris que tous les Arméniens, et ça je le savais, parlaient turc. J'ai compris que quand vous allez vous en aller à l'âge de 95 ans, que vous avez fait la paix avec plein de choses, finalement, les Arméniens ont vécu avec les Turcs en fraternité pendant, 600 ans, 700 ans. Et puis c'était en période de crise, comme d'habitude, qu'effectivement il se passait des horreurs et que les gens exaltés par des chefs belliqueux faisaient des exactions. C'est la même chose partout. C'est le bouc émissaire quand il y a une crise. Mais tout d'un coup, je l'entends chantonner un truc. Je dis, mais qu'est-ce que tu chantes là? Et puis en plus de ça, il chantait pas vraiment. Et il me dit, je sais pas. Et puis lui, comme ça, il se rend compte. Il me dit, je crois que c'est du turc. Je dis, mais il me dit, ça me remonte. Et ça veut dire que, j'allais dire, c'était mon combat. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais mon combat, moi, c'était chaque fois que j'ai été voir un film sur le génocide arménien, la seule chose qui m'a intéressé vraiment, c'est les 5 premières minutes. Pourquoi? Parce que dans les 5 premières minutes, on les voit vivre en paix. Et que moi, j'ai pas d'image de ça. Et qu'on ne vous raconte pas ça. Quand vous avez toute une diaspora qui ne fait que... qui dit génocide, quand j'entendais Devedjian
qui nous a quittés, qui disait je suis né d'un génocide, mais putain, mais on peut pas dire des choses, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Donc c'est comme si et j'ai même un pote arménien qui me dit j'espère que les Turcs ne reconnaîtront jamais le génocide arménien parce que sinon on pourra plus parler de nous, quoi. Enfin, vous voyez, c'était une espèce de blague mais qui voulait dire quelque chose. Les grands rassemblements des Arméniens de la diaspora se font les 24 avril pour commémorer ce génocide. Mais moi, c'est Aznavour qui m'a ouvert la tête. Il m'a dit, mais peut-être qu'il y a un moment où il va falloir qu'on passe à autre chose. Peut-être qu'il y a un moment, si c'est le mot qui empêche, trouvons un autre mot. Mais ce petit pays de 3 millions d'habitants ne peut pas vivre éternellement entouré d'ennemis. Ça, c'était avant. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a une vraie... C'était ce que je pensais avant. Maintenant, aujourd'hui, il y a une vraie menace existentielle sur ce petit pays avec un dictateur azéri qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'y aller franchement vu que le bouclier russe est tombé. Et là, aujourd'hui, je suis inquiet, mais moi, mon combat, c'était ça. C'était de ressortir tout ce qui nous réunissait. Parce que je crois que en réalité, c'est le boulot d'un musicien. Voilà. Quand je vous dis on transforme le chaos en cosmos, notre boulot à nous, les musiciens, c'est tout ce qui est dissonant, les sons agressifs, c'est de les rendre harmonieux. C'est ça notre boulot. Je trouve ça très intéressant parce que vous me confiez, juste un petit peu avant de rentrer en studio, André Manoukian, avoir tourné dans un film, justement, où cela, je pense que c'est totalement en cohérence avec ce que vous venez de dire. Vous jouez le rôle d'un chef d'orchestre, un film qui s'appelle Le choix du pianiste. C'est un chef d'orchestre français qui s'appelle Paul Paré, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a refusé de virer ces musiciens qui étaient juifs, qui les a planqués, qui a continué à exercer, qui les a protégés un maximum jusqu'à ce qu'il soit grillé. Il est allé se réfugier dans la principauté de Monaco. Il en a emmené un maximum avec lui. Et voilà, il s'appelle Paul Paré. Et moi, je joue le rôle de chef d'orchestre et c'est pour ça qu'on m'a fait cette coiffure horrible des années 30. Vos cheveux sont plus courts et il n'y a plus de barbe. Rasé la barbe. Je suis très... Ça vous va très bien, ouais, ceci étant. On a du mal à vous reconnaître de prime abord. Ah là là, bon, André Manoukian, il y a aussi un concert d'ouverture du 19e Festival des Cultures Juives où vous serez, j'ai vu ça, c'est une carte blanche. Et vous serez accompagné de Daphné Kritaras, que je rêve de recevoir sur cette antenne. J'aurais bien voulu l'avoir en coup de cœur aujourd'hui, même si on va rendre l'antenne plus tôt. Un petit mot pour dire ce qui nous attend juste avant de poursuivre. Daphné, je l'ai rencontrée une fois que j'avais fini cet album-là. C'est une jeune journaliste qui s'appelle Camille Scali et qui est passionnée une grande érudite, malgré son jeune âge, je dirais, qui est passionnée des musiques orientales, qui elle-même est d'origine... juive marocaine et qui se passionne non seulement pour les chants arabo-andalous, mais judéo-berbères, tout ce que vous voulez. Pendant l'interview, elle me dit, est-ce que tu connais Daphné Kritaras? Je dis, bah non. Elle me dit, écoute là, tu vas adorer. Effectivement, j'ai jamais entendu une voix pareille. Alors, il y a la langue grecque, je pense qu'elle y est pour beaucoup aussi parce que c'est une langue d'une musicalité sans pareil. Mais il y a un pouvoir émotionnel. Est-ce que ça nous touche tous? Parce qu'à un moment donné, j'allais dire, le grec, c'est le constituant de nos civilisations. Vous savez que même les Juifs, ceux du Nord, parlaient le grec. On les appelait les Hellènes. Et à un moment donné, c'est peut-être pas un hasard si un certain rabbi influencé par la pensée grecque et par le judaïsme va inventer le christianisme. Donc à un moment donné, moi je vois ça comme un trait d'union formidable. Vous avez remarqué que j'essaye de m'accrocher à toutes les branches qui nous réunissent plutôt qu'à celles qui nous séparent. Qui nous séparent, j'entends. Et d'ailleurs en grec, séparer se dit diabolein et rassembler se dit symbolein. On aime beaucoup le Symboline. C'est une parfaite transition parce que vous venez de parler de justement cette émotion de Daphné Kritaras et j'étais exactement là où je voulais aller avec vous, André Manoukian. Vous avez étudié le jazz, vous en particulier, pour démarrer.
en rentrant en France après avoir étudié à Berkeley, donc aux États-Unis. Et je me suis demandé en lisant votre livre ce que notre attrait pour certains styles musicaux pouvait dire de nous. Par exemple, j'ai reçu l'addictologue que vous connaissez très certainement, Laurent Carilla, sur France 2, que nous voyons très souvent dans l'émission de Faustine Bollard, qui aime le métal, ou encore Marco Prince qui aime le funk. Qu'est-ce que ça veut dire de nous si on aime tel ou tel style musical, pensez-vous? Alors, je pense que c'est le corps qui décide, ça passe pas par la tête. C'est quelque chose de vrai, d'instinct, de tribal, peut-être d'un peu tribal aussi, mais je pense plutôt, c'est les tripes qui parlent. Physiquement déjà, nous avons tous des corpulences différentes. Donc pour le coup, le son ne s'adresse pas qu'aux oreilles, il s'adresse aussi au corps. Il y a des vibrations qui peuvent me toucher moi et moins vous. C'est ce que j'essaye de décrypter aussi dans mon livre. Il y a un jour, j'ai une amie chanteuse qui a voulu prendre des cours de chant carnatique, de chant indien. Elle est allée voir le prof qui est un Indien et il lui a dit: quelle est ta note? Elle le regarde, elle comprend pas. Elle dit: ma note la plus basse, c'est celle-ci. Ma note la plus aiguë, c'est celle-là. Ah non, c'est pas ça ma question. Quelle est ta note? Donc elle fait: ma note. Et là, il la regarde et lui dit: tu veux chanter, tu ne connais pas ta note. On a tous une note de musique qui fait... C'est quoi notre note de musique? C'est celle qui va faire vibrer un maximum des parties de notre corps, parce que notre corps est vibrant, parce qu'on est rempli à 70% de liquide. Alors après, ça dépend des régions. Ici tout à l'heure, j'ai pris 1 litre de café, et puis, mais c'est parce que vous m'avez donné ces pâtisseries délicieuses, j'ai tout bouffé. Voilà. Et donc, j'en étais où? Oui, on a tous un corps différent. On reçoit tous la musique de manière différente. Il y a des musiques qui vont nous toucher sans qu'on sache pourquoi. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le mystère reste entier. Même si on a un petit peu des clés, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient ataviques, pour essayer de piger pourquoi. Et vous savez que même dans le ventre de nos mamans, on entend tous les sons. Mais on les entend filtrés. On entend tous les sons graves. Et c'est pour ça que moi, quand je suis déçu, j'étais déçu parce que je pensais que ma mère, elle avait la voix de Rita Hayworth, et en réalité, elle m'engueulait dans les suraigus, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'adore les chanteuses mezzo-sopranes, celles qui chantent plutôt avec la voix grave, quoi. Lacan disait: la qualité du discours dépend de celui qui écoute. Est-ce que vous écrivez, André Manoukian, aujourd'hui alors, lorsqu'on vous entend dans des émissions de radio ou encore télévision comme aujourd'hui, notamment dans La Manoukian Thérapie, votre chronique sur France 2 aux côtés de Daphné Burki, vous avez toujours une façon d'évoquer la musique sous un aspect érotique, peut-être même tantrique, puisque c'est ce que vous dites dans votre livre. Alors aujourd'hui, c'est plus Daphné. Aujourd'hui, c'est le samedi matin avec Gad Caron et Ali Rebéi. Ça s'appelle... Putain, j'ai carrément... Vous parlez de cette émission-là? Ouais, enfin bref, c'est pas... Une émission sur France 2, en tout cas. Voilà, c'est une émission Bel et Bien. C'est une émission sur le bien-être. Il y a des psychologues, il y a avec Sarah Cadour, que j'embrasse. Voilà, c'est ça, et qui nous raconte tous les mystères du cerveau. C'était quoi votre question, pardon? Je vous demandais justement, votre manière d'évoquer la musique est souvent érotique. Oui. Vous parlez de cela dans votre livre. Alors, je vais vous dire, enlever l'érotisme de la musique, c'est comme enlever la spiritualité de la musique, vous lui enlevez toute sa substance. La musique est cet endroit où se réunissent à la fois la spiritualité et en même temps l'éros, mais c'est l'éros des Grecs, c'est-à-dire c'est une pulsion de vie, à un moment donné qu'il faut contrôler quand même, parce que voilà. Et je rajouterai un 3e paramètre. Donc on a dit spiritualité, on a dit sensualité, et on a les mathématiques aussi. C'est pas mal, non? Vous dites dans ce livre-là, pourquoi je vous parle de ce côté érotique? Parce que vous dites, comme dans le théâtre, c'est comme un artiste sur scène avec son auditoire. Finalement, il y a un rapport amoureux entre l'un et l'autre. Et vous dites également, vous parlez du rapport charnel entre un musicien et son instrument. J'ai eu la chance d'avoir une prof de piano, elle s'appelait Madame Bellicard à Lyon.
C'était ma deuxième prof. La première, j'avais 6 ans. Et puis à 11 ans, j'ai changé. Je suis allé la voir. Pendant 6 mois, j'étais resté donc sans prof. Et du coup, je voulais me faire la toccata de Bach et tout, cette espèce de brillante. J'arrive chez Madame Bellica. Elle me dit, joue-moi quelque chose. Et je me mets sur le piano. Et là, elle m'arrête tout de suite. Elle me dit, arrête, tu vas casser mon piano. Oh, j'ai regardé. Et elle m'a dit, tu sais, quand ton doigt sur la note, c'est comme une note qui rebondit. Et du coup, elle m'a appris la sensualité du geste musical. C'était une dame qui était un peu forte, elle était très gourmande, il y avait toujours des bonbons sur son piano qu'elle nous offrait naturellement, mais du coup, elle m'a appris la gourmandise du son. Elle m'a appris cette sensualité. Franchement, jouer de la musique sans sensualité, c'est quoi? Ça devient quelque chose de mécanique. Ça n'existe pas. Il y a des instruments qui sont beaucoup plus sensuels que d'autres. Encore, le violon, vous pouvez faire le vibrato de la voix sur votre doigt sur la touche, il fait vibrer la note, l'archet, il frotte, il pousse, il tire, il frotte. Le violoniste, il a son instrument contre lui, le son se répand dans tout son corps. Mais il y a rien de plus sensuel que ça. Alors moi, j'ai la malchance d'avoir l'instrument, le piano, qui est le moins sensuel du monde d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que la corde qui vibre, elle est loin du doigt du pianiste, et entre la corde et le doigt, il y a toute une mécanique hyper sophistiquée. Parfois, vous tombez sur des machines, je parle du piano, qui sont tellement formidablement réglées que là, tout d'un coup, vous avez l'impression de ne faire qu'un. Mais tout notre boulot à nous, c'est de reconstituer ce trajet pour aller directement au son. C'est pour ça que la voix reste le plus bel instrument qui soit. Exactement. Et vous parlez de ce son, je rebondis également, ce son qui a le pouvoir de soigner ou de tuer, d'excéder ou de calmer. Je pense notamment à l'ouvrage d'Alain Toledano avec sa patiente et musicienne Min Jong Kim, La musique pour dépasser le cancer, où il est souvent question de musique classique, avec une musique qui répare, souvent celle-ci, ou encore ces applications qui se développent davantage, comme la numéro 1 qui s'intitule Calme, qui permet justement de méditer, de relaxer. Et je pense aussi à ces bébés que l'on berce avec ces musiques dites blanches. Et puisque l'on parle de bébés, vous l'évoquez dans votre livre, si le son des animaux signale la présence d'un prédateur, il en serait de même pour les pleurs suraigus des bébés humains pour tenir à distance les animaux qui pourraient rôder. C'est ce que vous écrivez, André Manoukian. J'ai trouvé ça assez passionnant. C'est des anthropologues, bien sûr, qui font ces suggestions-là. Pourquoi les bébés hurlent? Parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que le cri d'un bébé. Moi-même, je suis terrorisé dans ces cas-là. Et voilà, effectivement, mais je dirais que les sons, effectivement, sont dans la nature, et que tout d'un coup, le plus effrayant dans la nature, c'est quand tous les animaux s'arrêtent. C'est quand il n'y a plus de son. Et là, on se dit, waouh, il va se passer un truc. Effectivement, avant des grandes éruptions ou des grandes catastrophes, on s'aperçoit qu'il y a ce silence-là. Ou alors, quand il y a vraiment un super prédateur qui rentre dans une forêt, tout le monde va s'apaiser. On ne se rend pas assez compte que nous sommes tous dans un fluide sonore permanent. Et je dirais qu'en France en particulier, on a moins la culture des oreilles qu'ailleurs. Si je vous parle et que je veux vous convaincre, je vais vous dire regardez. Alors que je suis en train de parler, je devrais dire plutôt, écoutez. On ne dit pas écouter. Parce qu'écouter, il y a quelque chose de, je sais pas, on n'y arrive pas. On est beaucoup plus sur le regard que sur les oreilles. Et du coup, apprendre à analyser les sons qui sont autour de nous, on l'a aussi perdu quand on est sorti de nos cavernes préhistoriques. Dans nos cavernes préhistoriques, on n'avait pas tout le temps de la lumière, on n'avait pas tout le temps le feu avec nous, donc on était vraiment aux aguets. Donc le moindre bruit pouvait signaler la présence d'un prédateur. Je parle même, peut-être pas dans cet ouvrage, dans un précédent, d'un grand mathématicien-chanteur qui s'appelait Yegor Reznikov, qui est toujours vivant, qui lui éprouve chanteur en chœur, il s'aperçoit que dans tous les lieux sacrés, l'acoustique est travaillée. Un jour, il va visiter une grotte préhistorique qu'on vient de trouver en Ariège, et il s'aperçoit que les endroits qui sonnent ont des représentations picturales, et les pièces qui ne sonnent pas, il n'y a personne. Donc il se dit, il y avait un lien
dans la préhistoire entre la représentation de l'animal et le son. Le son a toujours été là. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est du son. On continue à parler avec vous de ce sujet. André Manoukian, venu nous voir pour votre ouvrage Les pouvoirs extraordinaires de la musique, sorti aux éditions HarperCollins, que Radio J vous offre. Pour le gagner, très simple, vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. Tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un drone du Hezbollah a été repéré dans la zone de Rosh Hanikra dans le nord d'Israël. Des soldats de Tzahal ont été dépêchés sur place pour neutraliser l'engin. L'incident fait l'objet d'une enquête. Après le rejet par le Hamas de la proposition américaine pour libérer les otages détenus à Gaza, mais aussi après le retour de la délégation israélienne du Qatar, le cabinet de guerre doit se réunir ce soir pour faire un point sur la situation. L'armée de l'air israélienne a repris ses exercices d'entraînement interrompus depuis le 7 octobre avec un nouveau programme adapté au contexte de guerre. Les exercices étaient gelés depuis près de 6 mois, les ressources de l'armée ayant été dirigées vers les combats. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a rencontré dans la matinée le président iranien à Téhéran, Ebrahim Raïssi, qui a déclaré lors de cette rencontre « La victoire inévitable et finale sera celle du peuple palestinien ». Antisémitisme en France, une enquête pour cyberharcèlement a été ouverte par le parquet de Paris après des messages visant Emma Rafovitch, présidente des Jeunes Socialistes, candidate aux élections européennes sur la liste PS Place Publique. La jeune femme avait déposé plainte au début du mois. Elle dénonce une vague d'insultes en ligne, dont certaines à caractère antisémite. Enfin, le Premier ministre Gabriel Attal doit recevoir cet après-midi à Matignon le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris, menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève fin février à qui il avait demandé de retirer son voile. Le proviseur qui a depuis quitté ses fonctions par mesure de sécurité. Merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec André Manoukian et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité aujourd'hui, André Manoukian, venu nous voir pour son livre Les pouvoirs extraordinaires de la musique, sorti aux éditions HarperCollins et Radio France. 42 chroniques basées sur ces chroniques diffusées l'été dernier sur France Inter et dans lesquelles vous nous invitez à explorer, André, le monde du son et ses effets sur l'homme et la nature, avec pas mal de choses très passionnantes. On apprend notamment que les cris des animaux expriment leur bonne santé et que les femelles choisissent leur mâle en fonction justement de ce cri, de ce chant.
Heureusement que ça n'a pas été ça pour moi, parce que moi je chante faux comme un jambon, donc je vous dis pas. Oui, quand on parle du chant des baleines, c'est Monsieur Baleine qui chante. Et même Monsieur Baleine, donc, et plus le chant va être beau, plus la femelle se dit ouais, celui-ci il doit être d'une corpulence qui me convient, tout ça pour que la progéniture soit le mieux possible. Mais Monsieur Baleine, il a un pouvoir de dingue, c'est que il chante pour attirer le plancton aussi quand Madame Baleine va accoucher. Et même on est en train de s'apercevoir que le chant de Monsieur Baleine enrichit le plancton en protéines. Donc, je vous conseille de chanter, surtout si votre dame, elle est, par exemple, enceinte, vous lui chantez tout près du bidon et ça va lui faire très bien au bébé. Voilà. Ah, ça, c'est un plaisir d'entendre cela. Bien Et sûr. c'est aussi le cas pour les oiseaux. Oui, pareil. Qui se choisissent de cette manière. Plus le chant est long et plus c'est bien. Bah oui, plus je vais pas faire de Non. Hein, voilà, mais vous avez compris. Alors on a aussi on s'est aussi rendu compte qu'une espèce de poisson qui vit au Japon, elle a été domestiquée, ok, sur une 50aine d'années. L'espèce domestiquée a pris un petit peu de volume et surtout son chant s'est amélioré par rapport à ceux de l'espèce qui sont restés à l'état sauvage. Pourquoi son chant s'est amélioré? Parce que du coup, elle avait plus besoin, l'oiseau n'ayant plus besoin de perdre son énergie à se nourrir, consacre toute son énergie au chant. Et on s'aperçoit encore une fois que chanter pour un oiseau, c'est capital, parce que ça n'est pas simplement dire « ici, c'est mon territoire », d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait quand même, mais c'est aussi en espérant attirer les plus jolies pépettes qui soient. Il n'y a rien de nouveau dans le monde du showbiz, finalement. André Manoukian, vous dites ce n'est pas parce que ils sont plus grands, plus gros que la voix est plus forte, et vous faites notamment ce lien entre le sapiens et le néandertal. Le sapiens est plus petit que le néandertal et pourtant sa voix est plus grave. Oui, le larynx du néandertal est plus haut. Donc, ça veut dire que ses cordes vocales sont plus courtes, donc sa voix était suraiguë. Donc c'est un gros balèze, mais il avait une petite voix comme ça. Ça, c'est assez amusant. Vous parlez aussi de l'hypothèse de l'autodomestication dans le cas de nous, les humains. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous dites, pour expliquer en grande partie ce qui distingue les humains de nos ancêtres primates et néandertaliens, les premiers hommes, en contrôlant leur environnement par la maîtrise du feu et la construction des premières huttes, ont dégagé du temps et des ressources au service des comportements plus complexes. C'est ainsi que le langage, mais aussi l'altruisme, la division du travail et enfin l'art se sont installés dans les mœurs de notre espèce. Les traits initialement destinés à la survie sont finalement devenus des talents reconnus dans les sociétés humaines. L'esquive contre la prédation s'est transformée en danse. L'imitation du cri d'une proie pour la traquer est devenue musique. Et grâce au processus d'autodomestication, l'homme, débarrassé peu à peu de la terrible pression sélective, a pu réaliser son aspiration profonde, formulée 7 millions d'années plus tard dans une chanson de Starmania. J'aurais voulu être un artiste. Ben voilà, je vais pas rajouter grand-chose. C'est tout à fait à l'image de votre manière d'écrire, entre sérieux, science et humour. Oui, l'humour, c'est une arme, vous savez, pour dédramatiser un petit peu les choses. Et Bergson disait que c'était le petit pas de côté qui transformait le tragique en comique. Alors, c'est aussi une forme de pudeur. Et puis, quand je suis trop sérieux comme ça, il faut toujours que je casse par une petite pirouette, ouais. On apprend notamment que des pieds à la tête, nous sonnons, résonnons et résonnons. Mais si nous résonnons si bien, c'est grâce à la taille de notre cerveau qui a doublé par rapport à celui de nos ancêtres primates. Et la cause de ce doublement est tout à fait intéressante, André Manoukian. C'est la théorie du ragot. Je trouve ça génial. C'est une théorie qui est née dans les années 80 avec un anthropologue britannique. En gros, les premiers groupements de primates ou de préhumains, si vous voulez, c'est une quinzaine, une vingtaine d'individus. Quand le groupe grossit, le chef, il peut plus avoir... parce que le chef, il doit avoir un œil sur tout. Hein. Là, je parle des primates. Donc, du coup, quand le groupe grossit, eh ben, il y a scission et il y a un autre clan qui va se former. Grâce finalement au renseignement,
le ragot, c'est-à-dire tout d'un coup, je vais me mettre à parler sur quelqu'un d'autre. Moi, je vais voir le chef, admettons que je sois un primate, et je lui dis, tu sais, le petit là-bas, en fait, il est petit, mais c'est un super guerrier. Il est tellement méchant, il est trop vénère et tout. Il faut plutôt le mettre en première ligne. Par contre, le grand là, lui, il est complètement nul, il est maladroit, mais il fait vachement bien la bouffe. Bref, cette idée de commencer à communiquer sur quelqu'un d'autre, eh bien finalement, on a pu avoir des groupements humains qui ont grossi, grâce à cette théorie du renseignement. Cette théorie du renseignement étant devenue capitale, la zone du gossip est devenue petit à petit la zone du langage. Et finalement, c'est en lisant la presse People que l'homme a atteint cette civilisation merveilleuse. Donc, quand vous allez chez le coiffeur, n'ayez pas de remords. Je veux dire, de temps en temps, un bon truc bien people avec des gros gossips et tout, ça peut valoir 2 lignes d'Einstein. Mais parce que qu'on le veuille ou non, cela suscite la réflexion, l'interrogation et puis la discussion. Donc le ragot est là, en hébreu on dit lachonara, donc c'est pas très joli et c'est même pas recommandé, mais visiblement ça fait réfléchir et développer le cerveau. Où vous dites dans le cerveau, la zone du ragot va devenir la zone du langage et se développer jusqu'à doubler la taille du cerveau. Voilà comment nous sommes passés d'un corps raisonnant à un être de raison. Et pourtant, pour bien chanter, il faut cesser de raisonner. C'est là le paradoxe. Un professeur de chant vous expliquera qu'il faut placer sa voix dans sa tête, qu'il faut transformer sa tête en caisse de résonance en faisant sonner les résonateurs du front, du nez, de la gorge. Plus simplement, il faut avoir la tête vide. C'est sans doute pour ça qu'on dit con comme un ténor. J'ai trouvé ça génial, même s'ils sont tous loin de l'être. André Manoukian, on apprend aussi dans votre livre de chronique que chaque langue émet dans sa propre fréquence, que le chant des baleines a donc un pouvoir curateur du chant, que le son peut affecter chaque organe de notre corps. Et ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez, André Manoukian. Alors, c'est une chanteuse lyrique un jour qui chante tous les jours, qui va dans l'église de son village. Elle est dans un village de Sancerre et puis l'organiste commence à jouer, puis tout d'un coup elle s'aperçoit, alors c'est le propre d'un orgue dans une église, c'est que c'est des gros tuyaux, donc les vibrations sont vraiment, vous les ressentez, surtout si vous êtes sur le plateau, ça résonne vraiment. Et elle s'aperçoit que quand il joue une certaine note, ça lui fait une chaleur dans le pied, quand il joue une autre, ça lui fait une chaleur dans le ventre, etc. Du coup, elle commence à se poser des questions, et puis elle lui dit, tu veux bien qu'on essaye d'établir comme une cartographie? Il y a des médecins qui vont s'intéresser à ça. Et puis, petit à petit, elle va se dire, en fait, nos organes ont chacun leur fréquence. Parce qu'encore une fois, je sais pas, le foie, je crois que c'est assez gros, la rate, c'est plus petit, etc. Donc, tout ça, ça vibre. Donc, ça va réagir par rapport à des fréquences différentes. Mais, surtout, le plus important, c'est que ces fréquences, on ne les entend pas. Parce que l'oreille humaine n'entend pas en dessous de 20 Hz. C'est les sons très, très, très bas. Mais ces sons existent et ils sont dans la nature. Par exemple, le bruit du vent, il y a des fréquences de 5, 6, 7 Hz. Or, nos organes, surtout dans les tripes, réagissent à ces fréquences de 5, 6, 7, 10, 15 Hz. Donc, tout d'un coup, on a une partie, nos organes, qui réagissent, mais ça ne passe pas par le cerveau. Donc le cerveau, il comprend pas. D'où malaise. Ça explique aussi la transe des chamans. C'est quoi un chaman? C'est un mec qui joue d'un tambour et le tambour envoie des infrabasses. Ça explique aussi pourquoi les mômes sont attirés par les rêves avec la tech, avec des sous-basses, avec des infrabasses, parce que tout d'un coup, c'est tout le corps qui se met à réagir. Alors, je vais vous parler de cette chanteuse de Sancerre qui a établi cette cartographie, mais surtout, j'allais dire presque le pire, hélas, c'est que ceux qui ont été plus précis sont les chercheurs qui ont cherché à produire des armes soniques pour nous faire du mal. Et là, ils ont étudié ça d'une manière assez sérieuse. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, si on soumettait un homme à des vibrations, il y avait différentes parties de son corps qui réagissaient. Un peu comme l'acupuncture qu'on a trouvée d'après une torture chinoise qui consistait à
appeler vivant un homme et on se rendait compte qu'en lui touchant son oreille, ça faisait réagir un muscle du mollet, quoi. Donc, il y a toujours le meilleur et le pire qui côtoient cette affaire. Moi, ce qui me désole juste, c'est que il y a beaucoup plus d'investissements financiers qui se font quand il s'agit de produire des armes soniques que quand il s'agit de produire des sons qui guérissent. Je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Il y a des gens qui ont fait des études qui s'aperçoivent que les sons ont des effets sur les chèvres. Elles font plus de lait. C'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Après, je pourrais vous dire pourquoi Mozart plus particulièrement. Il y a un chercheur qui s'appelait Joel Sternheimer qui s'est rendu compte qu'en réalité, les protéines étaient stimulées aussi par des sons. Il a inventé un truc un peu dingue qui s'appelle la protéodie, la mélodie des protéines. Donc imaginez que peut-être dans un futur pas si lointain, on pourrait guérir en stimulant ce qui nous manque un peu chacun dans notre corps, mais ça peut être dangereux aussi. André Manoukian, c'est un livre savoureux qui révèle la puissance salvatrice, en tout cas de la musique, un dernier phénomène qui nous rassemble, dites-vous. Dans cette partie d'émission, on va parler de musique dans un instant avec Annabelle Guiraud, évidemment, vous connaissez l'émission, mais tout de suite, on part au théâtre avec Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. Je le sais, Cyrielle, il y a une révolutionnaire en vous, une femme capable de tout changer, de changer la vie en une seule nuit. Comme le firent les députés des États généraux dans la brûlante nuit du 4 au 5 août 1789. La nuit passée à la postérité comme celle de l'abolition des privilèges. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? De quel privilège est-il question ? Qu'est-ce qui fut vraiment décidé durant ces quelques heures de débat passionné ? Qui a pris la parole ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? Était-ce un aboutissement ou un début ? Hugues Duchesne, talentueux metteur en scène, est parti du roman historique de Bertrand Guillot pour le transformer en époustouflant moment de théâtre politique. Il consiste en un solo impressionnant de Maxime Pambay qui joue nombre de députés des 3 États. C'est fluide, léger, enlevé, ludique, frais, drôle. La scène est cernée des 4 côtés par les parlementaires. 2 tribunes pour le tiers-État, une pour le clergé, une pour la noblesse. Les parlementaires, c'est nous, le public. En une fièvre contagieuse de générosité altruiste, les représentants du peuple rivalisent d'imagination, supprimant le privilège de chasse, nombre de rentes et d'impôts, mais aussi les exemptions auxquelles tant de régions sont attachées. Qu'avons-nous fait ? Diront au lendemain de cette orgie démocratique les élus les plus conservateurs. Trop tard. Le système aristocratique devient à ce moment-là l'Ancien Régime. L'habileté du duo Duchesne-Pambay va plus loin. D'abord, en tentant des parallèles avec aujourd'hui, qui échappent au moralisme ou au dogmatisme. C'est avec autodérision et ironie qu'ils évoquent l'homme déconstruit ou la taxation des superprofits. Puis, en survolant avec maestria la période 1774-1789. C'est le choc libéral de Turgot. En effet, avec les lois sur le libre commerce du blé, réforme bien pensée mais mal exécutée, qui va enclencher la mécanique révolutionnaire. L'histoire de France est une formidable pièce de théâtre. En voici un épisode passionnant, Cyrielle, à ne pas manquer. C'est au Théâtre 13. Faites vite, c'est jusqu'à samedi soir. Et on y sera. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Cyrielle, bonjour André. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. On va commencer en musique avec Bach. Bach, c'est la musique de votre enfance, c'est la musique de la maison familiale. Votre papa, pianiste amateur, jouait beaucoup de Bach. Vous, c'est avec Bach que vous avez débuté le piano à 6 ans. En grandissant, Bach est devenu un modèle. Je crois même que l'on peut dire que vous avez une adoration culte pour Jean-Sébastien Bach, à Jean Seb, sans qui Dieu serait moins beau. Mot dédicace de votre dernier livre, je me trompe ? C'est ça, je l'appelle Jean Seb, je suis familier avec tous ceux que j'aime, oui. Alors dans cette chronique, on va voyager ensemble. On va commencer par partir dans un temps où vous étiez petit garçon apprenant la musique. On va écouter Invention numéro 1 de Bach, avec une originalité. Ni piano, ni clavecin, mais une version jouée par un trio à cordes par Janis Joplin. Waouh. Extrait.
Nous sommes en 1723 quand Jean-Sébastien Bach décide de regrouper ses inventions et sinfonias dans un recueil. Les inventions et sinfonias, c'est le nom d'un cycle de 30 pièces à caractère de prélude. À vocation pédagogique, ces pièces furent composées à l'intention de son fils aîné, Wilhelm Friedemann. Depuis, ce recueil d'inventions et sinfonias est beaucoup utilisé dans l'enseignement du piano pour développer la technique et la musicalité des apprentis musiciens. Vous l'aurez compris, les inventions de Bach, c'est comme la partition de Bartók, ce sont des pièces incontournables dans l'apprentissage du piano. André, vous avez appris à jouer du piano assez tôt, on l'a dit, à 6 ans, où la décision de jouer n'est pas toujours celle de l'enfant à ce moment-là. Pour vous, le piano, c'est une passion innée ou une passion qui a été insufflée par votre père, selon vous ? Je le voyais faire et je voulais reproduire ce qu'il faisait, quoi. Et c'est sûr que c'est vachement plus facile quand vous avez l'exemple. Mais encore une fois, c'était un exemple qui ne semblait pas hors d'atteinte, qui était prenable. Je sentais qu'il avait des petites faiblesses, qu'il faisait des fausses notes, qu'il reprenait tout ça. Je me disais, je vais me le choper et je vais y arriver. Et puis voilà, quand il m'a proposé mon premier cours de piano à l'âge de 6 ans, en plus de ça, c'était à l'école arménienne de Lyon. Alors ça, c'est encore un autre délire. Mais mon prof s'appelait Alexandre Cyranossian et mon premier cours de piano, je m'en souviens encore, il nous a fait lever les mains comme ça, on était 2, et puis les reposer sur les genoux en disant ouf. Et en fait, il nous apprenait la respiration. Sauf que pendant une demi-heure, le cours de piano a consisté à faire ouf, on n'a pas touché une note. Et c'était un coup de génie, puisque ça a créé une frustration, puisque je m'en rappelle encore, qui se souvient de son premier cours de piano. Et puis ensuite, j'ai compris quand j'étais à Berkeley, c'était un petit peu la même chose. Mon prof américain m'a dit, je lui ai dit, tu sais, je vais rentrer, donne-moi encore des trucs, donne-moi des accords de ouf, donne-moi des traits de malade et tout. Il me dit, ok, je viens avec ça pour toi la prochaine fois. Il arrive avec un petit bouquin de yoga. Je le regarde, je me fous de ma gueule. Mais en réalité, il me disait la même chose, quoi. Faut respirer. Le pianiste doit respirer. C'est pas parce il n'y a pas que les trompettistes ou les cuivres. À un moment donné, si on respire pas, on se met à faire des phrases qui ont plus de sens, quoi. Il faut que tout ça reste à échelle humaine. Il me semble que la dernière fois que vous étiez venu, André Manoukian, on vous a fait la surprise d'avoir votre prof en direct. Si mes souvenirs sont bons. Je me souviens très bien. On continue en musique avec Fantasy. Oui, Fantasy, une chanson qui vous donne volontiers envie de danser. Allez, on essaie. Écoutons ensemble un extrait de Fantasy interprété par les Earth, Wind and Fire. Nous sommes en 1969 quand le groupe américain Earth, Wind and Fire se forme. Ce groupe, il va très vite se démarquer par son empreinte musicale, de type funk symphonique, une musique au teint de jazz, blues, gospel et de musicalité africaine, brésilienne, cubaine. En 1978, Earth, Wind and Fire publie Fantasy, une véritable succès qui perdure encore 46 ans plus tard. Fantasy, c'est une chanson qui parle de fantasmes et de la réalisation de ses rêves. Le protagoniste nous invite à le rejoindre sur un navire appelé Fantasy, où tous les rêves pourront devenir réalité. Fantasy, c'est une chanson qui encourage à vivre ses rêves, être libre. Voilà une chanson qui devrait être hymne international de paix et liberté, non ? Oui. J'adore le wine de... Ah oui, je suis en fou, je n'en peux plus. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas ma voix habituelle. Allez, on va poursuivre en lecture avec un ouvrage qui vous a marqué, André Manoukian. Oui, La Porte des Enfers de Laurent Godet aux éditions Actes Sud. Un roman qui nous transporte entre récits et fables, entre la vie et la mort, avec poésie et force. La Porte des Enfers, une histoire qui commence en août 1980 à Naples. Un père, Matteo, accompagne son fils Pippo de 6 ans à l'école. Soudain, des coups de feu éclatent. L'enfant est mortellement atteint par une balle perdue. Une souffrance indicible dévaste alors les parents. Le père perd toute raison d'être et la mère, Giuliana, implore son mari de lui ramener l'enfant. Nuit après nuit, à bord de son taxi vide, Matteo parcourt les rues de la ville. Il cherche les moyens d'affronter la mort, de pénétrer aux enfers pour y rechercher son fils. Et puis en 2002, Pippo revient des enfers. Et là, le roman bascule alors en fable. La suite, à découvrir en lecture, chère auditrice et auditeur. Alors André, ce livre, Les Portes de l'Enfer, vous a marqué. Qu'est-ce que ce livre a provoqué en vous pour vous laisser une telle trace dans votre mémoire de lecteur ? Surtout le style de Laurent Godet. Pour moi, un écrivain, c'est un style. J'aimais bien cette phrase de Céline qui disait
des auteurs, il y en a des centaines par siècle. Des gars qui ont du style au XXe siècle, il y en a eu 2, Proust et moi. Maintenant, l'écriture de Laurent Godet, qu'est-ce qu'elle a? Pour moi, c'est des phrases courtes. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que moi, je suis incapable de faire des phrases courtes. Et puis, elles sont dynamiques. Je donne souvent cet exemple à propos de son style, pour dire il faisait très 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 chaud. Souvent, les scènes se passent en Italie parce que il aime beaucoup ce pays, et puis ensuite ça se passe en Grèce, etc. Il a cette phrase qui dit: c'est l'heure où le soleil fendait les pierres. Vous voyez, au lieu de dire il fait chaud, c'est tout d'un coup vous avez une action dynamique avec la pierre devient un être, le soleil a une volonté, et tout est comme ça. Et en plus, dans ce roman-là, qui est son premier, c'est le premier roman de lui que j'ai lu, qui a un petit moment déjà, il n'arrête pas d'en produire, heureusement. Il y a cette histoire de dingue d'un père qui va chercher son fils aux enfers. C'est Orphée qui descend pour retrouver Eurydice, mais sauf que là, ça se passe maintenant, ça se passe à Naples, et c'est tellement bien écrit qu'on y croit. Il y a encore des endroits, effectivement, en Sicile, qui s'appellent les portes des enfers. C'est des vieilles croyances et tout ça. Donc tout d'un coup, cette mythologie redevient vivante. Et moi, à part la musique, la mythologie, ça me passionne. Et Eurydice, à ce propos, c'est en ce moment au Lucernaire, pour les gens que cela intéresse. On va terminer cette chronique avec un documentaire, La montagne des cristalliers. Oui, La montagne des cristalliers. Je me suis dit qu'un documentaire original et tourné dans les montagnes de Haute-Savoie, chez WAM, et plus exactement de là, dans la vallée du Mont-Blanc, pourrait vous plaire, vous, amoureux de la montagne, et qui vivez une partie de l'année à Chamonix. Eh bien, on va découvrir ensemble un extrait. Je ne trouve pas d'explication à notre passion. C'est la recherche de petits trésors. On a cette fierté de sauver, entre guillemets, ces pièces. La nature, elle fait des choses tellement belles que ça ne peut pas rester enfermé. Il faut que ce soit vu. Mais qu'est-ce qui doit être vu ? Eh bien, ce sont des cristaux. La montagne des cristallins, c'est le récit de 4 copains qui chassent les cristaux et qui vont faire la découverte d'un gisement exceptionnel dans les montagnes de Chamonix. Il faut savoir que les chasseurs de cristaux, que l'on appelle plus communément des cristalliers, représentent un véritable pan de l'histoire de la vallée de Chamonix. On comprend alors que ces cristalliers d'aujourd'hui sont comme des conservateurs de l'histoire ancestrale chamoniarde. Car oui, Chamonix, c'est pas que du ski et de l'alpinisme. Chamonix, c'est aussi des cristalliers, passeurs d'histoire. La montagne des cristalliers, un documentaire de 33 minutes de Pierre Cadeau à voir sur Netflix. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour Chamonix. Merci et Chamonix. Puis bien sûr pour Soul and Fire. Et alors Chamonix, les Haut-Savoyards disent Chamonix. Et c'est vrai, on dit Chamonix. Voilà, Chamonix, c'est quand on n'est pas de... C'était le Chamonix, pardon. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette très bonne chronique et nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. On revient dans un instant. Bien évidemment, on va écouter une musique qui vous tenait à cœur, je crois savoir, André Manoukian, d'une chanteuse pakistanaise qui s'intitule Arouj Aftab. Le titre, c'est Mohabbat. Ça veut dire amour, si c'est bien comme ça que ça se prononce. On écoute. Encore avec nous sur Radio J dans un instant, notre expert Sandy Boulanger pour le portrait, l'introspection. Et puis je rappelle que nous sommes avec André Manoukian pour son ouvrage Les pouvoirs extraordinaires de la musique que nous sommes en train d'écouter. Et on entend bien ce pouvoir extraordinaire. Un livre sorti aux éditions HarperCollins que Radio J offre aujourd'hui à Laurence Fitoussi de Saint-Germain-en-Laye. A tout de suite après le journal de l'info sur Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 173e jour de guerre en Israël, l'embrasement sur le front nord, un drone du Hezbollah a été repéré dans la zone de Rosh Hanikra cet après-midi. Des soldats ont été dépêchés sur place pour neutraliser l'engin. Une enquête est en cours. Plus tôt ce matin, des frappes du groupe chiite contre Kiryat Shmona ont fait un mort et un blessé, conséquence de la salve de roquettes lancée par le Hezbollah contre la Galilée ce matin. Une quarantaine de missiles lancés en réponse aux frappes israéliennes contre le nord du Liban hier. Dans ce contexte, Tsahal a fermé à la circulation les routes près de la frontière, signe que les autorités s'attendent à ce que les hostilités continuent de s'intensifier. Les opérations se poursuivent dans la bande de Gaza. Tsahal pourrait lancer une offensive à Rafah dans les prochaines semaines. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, Tsahal se préparait à intervenir dans la ville la plus au sud du territoire palestinien à la mi-avril ou au plus tard début mai pour une intervention de 4 à 8 semaines, intervention qui s'accompagnerait d'une évacuation de la population civile réfugiée sur place. Le cabinet de guerre israélien doit se réunir ce soir pour parler des négociations au sujet de la libération des otages. Une réunion réclamée par le cabinet de guerre lui-même qui n'a plus été convoqué depuis vendredi, alors qu'entre-temps, les négociations pour la libération des otages sont arrivées dans une nouvelle impasse. Pascal Sunshine. Depuis le rejet par le Hamas lundi de la proposition américaine, les pays médiateurs travaillent à une nouvelle formule de compromis. Les deux points problématiques sont toujours le nombre et l'identité des terroristes dont le Hamas exige la libération en échange de 40 otages, et aussi le retour au nord de Gaza de la population déplacée par les combats. Le Hamas exige toujours le retour de toute la population. Israël n'accepte qu'un retour partiel. Et puis on a entendu Khaled Meshal s'exprimer aujourd'hui depuis la Jordanie pour affirmer que les otages ne seraient pas libérés avant la fin de la guerre. En tout cas, côté israélien, on estime qu'il faut impérativement augmenter la pression sur le Hamas, pas seulement militairement à Gaza, mais aussi contre la direction extérieure de l'organisation terroriste. Et là, ce sont les médiateurs qui peuvent agir en menaçant d'expulser les dirigeants du Hamas qui résident au Qatar et de saisir leurs comptes pour les contraindre à accepter un compromis sur la trêve et la libération des otages. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Antisémitisme en France, l'université de Nantes porte plainte après la découverte de tags néo-nazis. Une croix gammée et des croix celtiques ont été constatées sur le campus du Tertre hier. Le préfet de Loire-Atlantique a annoncé de son côté avoir signalé ces faits à la justice. Réaction de la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, cet après-midi. Face à cela, il y a une mobilisation sans faille de l'État, des instructions très claires qui ont été passées, instructions du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux pour qu'on soit implacable évidemment dans la condamnation de ces actes. Implication aussi de la ministre de l'Enseignement supérieur qui a écrit à l'ensemble des présidents d'universités et des recteurs dès le 9 octobre dernier. Plusieurs signalements au procureur de la République qui ont été conduits et le Premier ministre qui s'est rendu lui-même à Sciences Po justement suite à un acte intolérable qui s'y est produit. Mais face à cela, c'est l'ensemble de la société qui doit se lever. Il faut que chacun sorte de ces ambiguïtés, parce que les ambiguïtés existent et qu'elles existent malheureusement aussi ici à l'Assemblée nationale chez un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Aurore Berger cet après-midi depuis l'Assemblée nationale. Depuis le 7 octobre par ailleurs, 67 actes antisémites ont été relevés dans des établissements du supérieur, soit 2 fois plus que pendant l'année universitaire précédente, selon les chiffres de France Université. Le Premier ministre réunit depuis ce matin son gouvernement sur la question du travail. Objectif, trouver des idées pour inciter à la reprise de l'emploi, désmicardiser et réfléchir aux nouvelles formes de travail, selon le programme communiqué par
l'entourage de Gabriel Attal. Ce soir, le chef de l'exécutif sera par ailleurs interrogé au journal de 20h de TF1. Il pourrait annoncer un durcissement des règles de l'assurance chômage. Enfin, 8 billets pour les Jeux Olympiques sur 10 ont été vendus, soit 8 millions de billets sur 10 millions mis en vente il y a un peu plus d'un an. En revanche, c'est plus compliqué pour les Jeux Paralympiques avec seulement 900 000 tickets écoulés à ce stade sur les près de 3 millions mis en vente. On voit bien qu'il y a encore du travail à faire pour réussir à embarquer davantage de Français, a concédé Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris ce matin devant l'Assemblée nationale. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve dès demain matin sur l'antenne de Radio J. En attendant une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité André Manoukian sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité aujourd'hui André Manoukian pour son ouvrage Les pouvoirs extraordinaires de la musique, sorti aux éditions HarperCollins en partenariat avec Radio France. Tout de suite, nous allons poursuivre cette émission avec une citation d'Oscar Wilde, si vous le voulez bien. André Manoukian qui dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Ababou que peut-être vous connaissez. André Manoukian, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi? Pas grand-chose. Donc rien? Ouais, non, rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? D'être... de s'accrocher à ses rêves. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie? Et pourquoi? J'ai envie de vous dire non, parce que je suis un éternel étudiant et donc pour moi, il n'y a pas un moment où j'ai une telle soif d'apprendre d'une certaine manière que je suis toujours en train de tirer sur un fil. Donc, on va dire, il n'y a pas un moment... Si, peut-être, parfois, comme un cristallier, vous tombez sur un filon et après, ça vous éclaire, mais j'ai pas de... Non, je continue à chercher. Y a-t-il eu une chose que, de prime abord, n'était pas possible de résoudre et que vous avez résolu? C'est vrai que quand j'ai dit à mon père, je suis sorti de la première année de médecine, j'étais en fac, donc lui c'était le rêve de sa vie, comme il n'a pas pu faire d'études. Et puis, arrivé le partiel de février, j'ai dit bon, on va pas continuer, c'est pas possible. Et j'ai fait une introspection qui a duré 1 heure, c'était dans un cours d'anatomie. Le prof, il s'appelait Nedart, il était en train de dessiner à main levée un pied. Il a commencé par l'os de la cheville, ensuite il a fait tous les os du pied, petit à petit. Il a mis avec de la couleur les muscles, les nerfs qui les tiennent et tout ça. Et c'était comme Michel-Ange, tout d'un coup on a vu apparaître un pied comme un écorché. C'était sublime. Et moi pendant ce temps j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ça c'était la grosse question. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai compris que je pouvais pas travailler pour quelque chose qui ne me passionnait pas. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais t'as de la musique au fond de toi, c'est ça que tu vas faire. Et je suis rentré, Eureka, j'avais trouvé. Bon, quand je lui ai expliqué que j'allais pas faire médecine, mais musicien, il a pas sauté de joie, hein, franchement. Mais vous soignez autrement aujourd'hui, puisqu'on a dit que la musique répare aujourd'hui. Si vous voulez, d'une certaine manière.
André Manoukian, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui mais que vous ne faites pas? J'aimerais flâner, j'aimerais me laisser aller au gré du hasard, m'asseoir à une terrasse, regarder 2-3 vitrines, rencontrer quelqu'un, échanger, prendre le temps. Je cours un peu trop. Y a-t-il alors une chose que vous avez réalisée cette année, à partir de 2023 jusqu'à nos jours, et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie? Je fais beaucoup de concerts. Et une des raisons pour laquelle je fais beaucoup de concerts, c'est que j'ai le sentiment de faire des progrès. Donc c'est cool. Donc petit à petit, je m'approche du solo idéal que j'aimerais faire, que je ne trouverai sans doute jamais, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'en approcher. Et je commence tout juste à parfois être content de moi pendant 15 secondes dans un concert. Alors ça, c'est champagne. André Manoukian, si je vous parle d'amour, comment cela résonne en vous? Me regardez pas comme ça d'abord. Je baisse les yeux. Et voilà, vous avez ma réponse. Pour moi, il est partout. L'amour, c'est quoi? C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Si vous pouviez changer une seule chose, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, que choisissez-vous? En d'autres temps, je vous aurais dit, j'aimerais apprendre à dire non, chose que je sais pas faire. Mais finalement, chaque fois que je me laisse embarquer dans des trucs où je dis oh là là, j'en retire toujours quelque chose de bien. Si on reste juste avec ses potes, sa tribu, ses pensées et tout, finalement, il n'y a pas la rencontre de l'autre. Je me dis que cette non-capacité à pouvoir dire non me fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sinon. Si vous étiez président de la République, votre première mesure, laquelle? Audition musicale de tous les députés pour aller choper et capter leur oreille. Quelqu'un qui n'a pas d'oreille, ça veut dire qu'il n'est pas à l'écoute. Comment voulez-vous être un homme politique si vous n'êtes pas à l'écoute des gens? Un bon manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses équipes. Un bon compositeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est à l'écoute des notes qu'il vient de jouer. Il vient de jouer une note, il entend la note que lui réclame celle qu'il vient de jouer. Et il va la jouer et ça va nous faire du bien. Pour terminer, André Manoukian, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Oh, de moi, pas grand-chose, mais simplement si, peut-être cette passion de transmettre, c'est joli. Les gens qui sont passionnés, mais que ce soit dans n'importe quel domaine. Si vous, je sais pas, même un domaine qui est a priori qui vous intéresse pas, puis tout d'un coup la personne vous en parle avec passion, ça y est, vous écoutez quelqu'un qui vous raconte une histoire et ça devient vivant. Moi j'ai de la passion pour les gens qui sont passionnés. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Vous savez, comme toujours à la fin de cette émission, c'est le débrief et aujourd'hui c'est fait par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour André Manoukian. Bonjour Sandy, je suis déjà confus parce qu'elle m'a vu en train de me goinfrer tout à l'heure avec le petit gâteau. Non, rassurez-vous, parce que j'ai un postulat de base vraiment essentiel, c'est lorsque je vous écoute et que j'écoute les invités du jour, je suis toujours vierge de tout. D'accord. Donc je n'ai rien vu. Vous avez partagé 3 mots pour vous décrire aujourd'hui. Vous avez dit enthousiaste et amoureux de la vie. Vous allez voir qu'effectivement, on vous a bien reconnu tout au long de cette émission. Vous avez commencé non pas par l'enfance qui est propre et chère à Cyrielle, mais en prenant déjà d'abord vous-même la parole, en disant des choses vraiment jolies et qui ont donné toute la coloration de ce qu'on a partagé ensemble. Vous nous avez dit la musique vit quand on la joue devant les autres. Et puis je me suis dit, là, on sent vraiment cet émerveillement qui vous définit sacrément, André, infiniment et sensoriellement. Vous aviez mis la barre déjà très très haute pour commencer. Et puis on est revenu quand même sur l'enfance, parce qu'on n'était pas là pour taper des drops.
Alors vous avez une enfance super heureuse, avec un père qui s'est construit au fil de son aiguille, érudit autodidacte, qui a su nettoyer les horreurs du monde en philosophie discrète et surtout belle de la vie. Et puis vous aviez une mère qui était, quand vous étiez enfant, câline. Un atout incroyable en fait, c'est de finir ses phrases le lendemain, comme toute personne passionnée et passionnante en fait. Alors je vais pas vous prendre sur mes genoux pour vous parler de toute la candeur que l'on sent de vous quand même, André. Mais je vais vous parler de ce jeu, préservé semble-t-il de la négativité du monde, et qui façonne ce nous chez vous, qui est très bienveillant et heureux, pur en fait. À la façon d'un artisan, j'avais même une image comme ça d'un potier qui a la beauté du cœur au bout des doigts. Alors oui, se rassembler, vous nous avez dit beaucoup, nous tous, les êtres humains, plutôt que de nous diviser. Vous êtes un amoureux de la vie, un amoureux de la relation, je crois aussi. Du lien, surtout, je crois encore plus. De cet éros, au sens grec, rien de le prononcer, on en frissonne. Mais dans ce terme grec, il y a bien sûr cette vibration de la vie avec raison et sagesse, puisque tout est toujours deux, c'est l'anteros, celui qui passe à l'acte ou celui qui le vit à l'intérieur. Toujours cet échange du dedans et du dehors qui est très présent chez vous. Alors bien sûr, vous parlez d'un duo mathématique fabuleux, parce qu'il faut remettre un peu de scientifique là-dedans. Vous nous laissez l'espace de choisir ce que l'on souhaite vraiment être au monde, pas seulement faire. Vous êtes un gourmand de la vie, avec sagesse, cette philosophia, qui veut dire l'ouverture à la réflexion, qui canalise peut-être aussi un peu cette forte pulsion de vie que vous nommez enthousiasme, qui doit quand même parfois vous amener à vouloir tout vivre, avec une sage intensité qui dépote du steak. Et peut-être une certaine exigence, pour vous-même, pour ce qui se vit et puis ce qui se partage. Alors vos pouvoirs extraordinaires, André, c'est d'avoir intégré que le son, premier symbole de la communication quand même, est un outil précieux de reliance et de résilience, à laquelle on ajoute un peu d'humour, bien sûr, pour faire des petits pas de côté pour une grande prise de recul. Vous êtes généreux aussi dans vos partages scientifiques, poétiques, pour comprendre le monde, mais surtout, je crois, pour mieux le vivre tous ensemble. Vous semblez jouer avec la vie, avec tous vos sens, la posture ancrée et calme, la voix posée, le regard franc, curieux et ouvert. D'ailleurs, à votre contact, nous aussi, nous nous posons, comme pour un prélude de Bach, chanté par Morane. À respirer pour être ensemble, des humains vibrants, sensibles, enthousiastes, amoureux de la vie, c'est-à-dire traversant le merveilleux comme l'horrible. Alors vous avez raison, André, ne changez rien, vous permettez de nous raccrocher à nos rêves, aux autres, tel un tisserand du lien, enthousiaste, amoureux et sensible. Merci beaucoup, on vous souhaite du temps à vous évaporer, à rencontrer autrement que ce que vous faites déjà. Et comme on dit en grec, makari, ça veut dire longue vie et beaucoup de chance. Oh, je mérite pas tout ça. Merci, merci. Merci beaucoup, Sandy Boulanger, pour ce très beau portrait. Notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On finit avec Anouche. Merci beaucoup André Manoukian d'être venu nous voir pour votre ouvrage Les pouvoirs extraordinaires de la musique, vos 42 chroniques sorties aux éditions HarperCollins en partenariat avec Radio France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Un tout petit mot qui vous revient. Un tout petit mot qui me revient à moi, wind. C'est un mélange de wild et de vent. Vous savez, le vent, c'est le souffle, c'est le roi avec lequel c'est l'esprit, voilà. Et je trouvais que c'était bien. Merci beaucoup André Manoukian, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À Laurence Fitoussi d'avoir laissé un joli mot et qui nous écoute tous les jours. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Claire Chazal pour découvrir la lecture de sa bibliothèque idéale actuellement aux Poches Montparnasse. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Merci encore Annabelle Guiraud. Merci bien évidemment à Sandy Boulanger et Christophe Barbier et rendez-vous toujours demain sur Radio J.